Vous êtes sur la Panafricaine Midi 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer des thématiques évidemment en lien avec cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent. Génération News, une émission également qui sert de tremplin à cette jeunesse qui a besoin de s'exprimer, une jeunesse qui a besoin également d'identifier les secteurs d'activité dans lesquels ils peuvent évoluer. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première partie, elle, fera un focus avec mes invités sur l'adoption. Comment aujourd'hui avoir une identité après être adopté, après être, on va dire, le fait d'être rentré dans une nouvelle famille, comment avoir cette identité-là, on en parlera en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, l'égoïsme perçu parfois comme étant un défaut, mais est-ce toujours le cas? Est-ce que le fait d'être égoïste, le fait d'être quelqu'un qui a décidé d'investir sur soi-même, c'est pas quelque part une qualité aussi? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Ce sont des habitués. Il s'agit évidemment de notre ami Edwin. Vous êtes juriste d'affaires. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est moi, Régis. Nous poursuivons la présentation avec notre ami Juste. Vous êtes étudiant en management de qualité. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Je t'en prie, Régis. Merci à toi aussi. Et on termine la phase de présentation avec la seule femme sur ce plateau, Féloria, étudiante en mathématiques appliquées. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Merci, c'est un plaisir. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je me tourne vers toi, Edwin, tu es le juriste évidemment de ce plateau, Génération News. Quand on parle d'adoption sur le plan juridique, ça renvoie à quoi exactement et de façon générale? Bon, alors, lorsqu'on parle d'adoption sur le plan juridique, il s'agit d'un acte juridique entre un adoptant et un adopté. C'est une filiation concrète. Maintenant, on ne va pas rentrer dans le langage technique. Je pense que ce qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce qu'on voit ça au quotidien. Exactement. Donc, ici, c'est le fait pour une famille de recevoir un membre autre de cette famille-là. Justement, et si on reste dans ce cas de figure qui nous concerne, en tout cas qui concerne cette émission-là, le fait d'être adopté, comment réussir à construire une identité après évidemment ce procédé-là? Parfois on a l'impression que c'est un peu difficile, le fait de chercher ses repères, de se rendre compte qu'on n'est pas dans une famille où on a des traits de ressemblance et beaucoup de choses. Comment réussir à se construire une identité après une adoption? Comment réussir à se construire une identité après une adoption? C'est vraiment pas facile. En fait, il faut dire que c'est celle qu'on peut appeler la famille d'accueil qui doit participer à cela. Parce que lorsqu'on revient d'ailleurs, surtout à un certain âge, lorsqu'on est tout petit, ça va, ça passe, c'est souvent difficile de le faire. Alors que lorsqu'on est à un certain âge, on se rend compte qu'on vient, comme tu l'as dit, on arrive dans une famille, c'est des gens qu'on ne connaît pas, ils ont une façon de faire, ils ont une habitude. On ne sait pas, on a été adopté dans quel cadre, par exemple. Pour un enfant qui a perdu ses parents dans des circonstances assez tragiques, il a ces souvenirs-là qui sont hantés en lui. Il y a un trauma encore qui est là. Voilà, justement. Ouais. Et lorsqu'il arrive dans cette famille d'accueil-là, comment est-ce que les gens le prennent? Comment est-ce que lui prend la famille d'accueil? Il y a plusieurs éléments qui concourent à la construction de son identification. Je pense qu'on aura le temps de les aborder. Justement, en parlant de ça, juste, toi, effectivement, tu as un peu vécu ce que notre ami Edwin vient de décrire, le fait effectivement d'accueillir d'autres membres de la famille, ça a été le cas pour toi. Comment tout de suite, toi, dans ta position, tu as eu à mettre en place des mécanismes, même si tu étais très jeune à l'époque, pour essayer de mettre dans les bonnes conditions ces nouveaux membres de la famille? Bon, disons pour moi à la base ça n'a pas vraiment été si compliqué que ça. Et déjà comme tu l'as dit tout à l'heure, j'étais assez jeune. Donc du coup pour moi quand tu viens dans ma maison, je t'accueille à bras ouverts parce qu'on a toujours besoin de cette chaleur là et tout ça. Ouais. Donc du coup pour moi il n'y avait pas de problème à recevoir et surtout, ce que j'évitais, c'était surtout être dans le rappel ou faire des actes qui vont pousser la personne à se dire que celui-là, il le fait parce qu'il est chez lui ou celui-là, il le dit parce qu'il est chez son père ou chez sa mère. Ouais. Donc, du coup, je faisais toujours le nécessaire pour éviter ça. C'est vrai qu'il y avait certains désaccords parfois et c'est normal, ça arrive, mais quand il y a ce désaccord-là,
au fait, tu fais le nécessaire pour faire comprendre à la personne que là, c'est entre toi et moi. Au fait, ça n'a rien à voir avec les parents. Mais est-ce qu'on y arrive vraiment? Je veux dire, tout à l'heure, Edwin a parlé de trauma. C'est vrai que la condition dans laquelle aussi nous nous sommes retrouvés orphelins ou bien nous nous sommes retrouvés à être dans une famille d'accueil. Il a parlé d'une situation difficile. Quand on perd des parents, évidemment, là, ça devient un peu plus difficile. Mais je veux dire, est-ce que réellement on y arrive ou bien ça prend du temps? On y arrive, mais ça prend du temps avant de se créer, de se construire, de se reconstruire une identité. Bon, disons qu'on y arrive, mais c'est assez compliqué, surtout quand tu es un jeune. Et c'est comme moi, en 2008, on a reçu, là j'étais dans la famille de maman. Il y a ma tante qui avait reçu, elle était allée à Brazzaville pour récupérer le neveu à son mari qui avait perdu sa maman et il n'a jamais connu son père. Donc du coup il est arrivé et dans cette maison celui qui avait le même âge que lui c'était moi en fait. D'accord. Et c'est vrai qu'au début il était assez réservé, on pouvait comprendre que c'était dû au traumatisme, dû à ce qu'il avait vécu et tout ça. Mais avec le temps, il a commencé un peu à se sortir de tout ça. Mais c'est comme il a dit tout à l'heure, c'est ceux qui reçoivent, au fait, qui doivent lui mettre dans ce bain-là. En fait, lui faire sentir que tu es des nôtres, en fait. Et je pense qu'avec le temps, ça le fait parce que j'ai 2 exemples. J'ai ma grande sœur Bijou qui est là aujourd'hui. J'ai mon frère, comme je viens de le dire aujourd'hui, Berdilan, on l'appelle. Et aujourd'hui, c'est tranquille, hein. C'est tranquille parce qu'on a pu les adapter à tout ça. Et puis, voilà. Et eux, et derrière, ils ont réussi aussi à se créer aujourd'hui une identité. Exactement. D'accord. L'une, aujourd'hui, elle est là en France. Elle finit son master là, dans quelques mois. Là. Et l'autre, aujourd'hui, bon, disons que c'est pas nous tous qui allons loin dans l'école. Aujourd'hui, il a fait sa formation. Et l'essentiel, c'est d'avoir d'être heureux, peu importe ce qu'on décide de faire. C'est ça le plus important. Ma chère Philoria, c'est vrai qu'on a écouté un petit peu les analyses de nos amis Juste et Edwin. Pourquoi aujourd'hui, sur le continent, dans certains pays, parce que c'est pas partout sur le continent qu'on a un peu ce regard très péjoratif, limite on a l'impression qu'on nous juge dans la société quand on dit qu'on a été adopté. Il y a un regard pas très rassurant souvent. Pourquoi aujourd'hui on a ce regard un peu, on va dire, on nous juge un petit peu quand on dit qu'on a été adopté? Je pense que c'est naturel parce qu'on s'est toujours dit qu'une personne, pour une éducation, doit avoir un père, une mère pour construire l'identité que la personne a. Et naturellement, si on se retrouve devant une personne qui n'a pas eu ça, dans son éducation, le fait qu'il ait grandi, on se dit que c'est une personne peut-être qui sera désorientée à un niveau de sa vie. Mais comme j'ai écouté les autres le dire, je pense que certes, l'affirmation de son identité dépend de la famille qui te reçoit, mais ça dépend aussi de ton caractère à toi. Exactement. Il y a des personnes qui ont été adoptées, que ce soit de manière normale, comme on le fait en Afrique lorsqu'un parent te reçoit, ou que ce soit de manière juridique. Lorsque une famille te reçoit, elle peut bien te garder, mais si toi tu te retrouves toujours dans un cas de victimisation, tu ne verras pas ce que les nouveaux parents t'ont offert. Mais si tu es dans une atmosphère de voir le verre à moitié plein. Tu te dis non, j'ai de la grâce, mes parents sont morts ou bien ils ont eu quelque chose, mais il y a une famille qui m'a reçu et sur ce, je dois être vivante, je dois bien vivre. Donc moi je pense que ça dépend du caractère de la personne qui a été adoptée, mais ça dépend aussi du caractère de la famille qui reçoit l'adopté. Donc en fait, il y a aussi un travail à faire. Le travail il est d'abord en amont, c'est-à-dire c'est d'abord soi-même d'abord. Il faut réussir à sortir de cette zone de confort là pour proposer beaucoup de choses. Oui, Juste. Dans tout ça, je pense que c'est symbiotique en fait. D'accord. Symbiotique, on peut dire, parce que si eux ils ne font pas d'efforts et que lui aussi ne fait pas d'efforts, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Mais comment expliquer, Edwin, qu'il y a encore d'autres personnes qui grandissent avec ça? On a l'impression que beaucoup ont du mal à se décharger de ce poids-là. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent, qui sont des adultes, mais qui ont toujours ce vide-là. On a l'impression qu'il y a toujours ce côté, le fait d'être adopté, et on a toujours cette envie-là. Prenons le cas par exemple, parce que tout à l'heure, Edwin, tu parlais du fait que les parents soient décédés, mais pour des parents qui ont décidé, parce qu'aujourd'hui malheureusement en Afrique c'est un phénomène courant, il y a des vols des bébés dans des hôpitaux, il y a des parents qui malheureusement après l'accouchement ont vu leur bébé disparaître. Ces bébés qui ont été adoptés par d'autres familles, en l'occurrence dans d'autres pays parfois, décident après un certain âge de se lancer dans la quête, de rechercher leurs parents biologiques. Comment expliquer cette envie là, ce vide qu'on veut tout de suite combler? Je veux dire, parce que on va l'expliquer simplement. Pour dire vrai, on a
tous étaient adoptés à un moment ou à un autre dans différentes familles, hein, même au sein de nos familles. Le fait de quitter chez son papa et sa maman pour se retrouver chez une tante pendant une période, c'est une forme d'adoption. Je suis d'accord. Mais le problème ne se pose pas ou ne se posait pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que voilà d'où je viens, voilà où je suis actuellement, j'ai toujours mes parents et tout. Le problème se pose par rapport à ta problématique, c'est parce que malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On ne sait plus garder le secret. Parce qu'il faut dire aussi que ce qui fait le succès de l'adoption, c'est le secret. Quel secret? C'est de ne pas faire comprendre à cet enfant-là qui sort déjà d'une situation difficile. Comme je l'ai dit, ça dépend de l'âge. Si c'est un enfant à bas âge qui a été adopté à 6 mois, 1 an, il se rappelle quasiment de rien. Oui. Il peut vivre toute sa vie comme ça sans être embêté. Oui, mais après, non, je voulais t'interrompre, ça dépend des parents adoptifs aussi. Supposons si en Occident, ils décident d'adopter voilà, un jeune qui est sur le continent, tout de suite, je pense qu'au niveau, ça va se voir un peu la différence. Donc, tout de suite, il va comprendre qu'il n'est pas de cette famille-là, il va vouloir peut-être aller vers... C'est ce que je disais à long terme. Ouais. Tout dépendra maintenant ici de la façon dont les parents le traitent. D'accord. Parce que s'il est bien traité, bon, moi c'est ce que j'estime ou je pense, hein, il ne se remettra pas en cause ou il n'aura même pas à se poser ce genre de questions-là. Non, vraiment ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des situations où même si, prenons le cas de, vous connaissez tous la star Angelina Jolie, qui a beaucoup d'enfants adoptés dans beaucoup de voilà, que ça en Asie, mais il y a une qu'elle a adoptée, je crois, au Kenya ou en Éthiopie. Et la maman de la jeune fille aujourd'hui demande à rencontrer sa fille et la fille aussi veut rencontrer sa maman, sauf que la star mondiale Angelina Jolie n'est pas très disposée à faciliter la rencontre. Oui, mais justement, c'est comme je l'ai dit, parce que là, il n'y a plus de secret, on a brisé le secret. Ouais. Je ne pense pas que s'il y avait le secret, on aurait eu cette situation. Ah ok, d'accord, si on n'était pas informé que sa maman est toujours vivante. En fait, c'est comme je l'ai dit, c'est la famille d'accueil. La famille d'accueil, c'est pas seulement les parents. Parce que les parents, ils peuvent bien se comporter, mais l'entourage autour va faire en sorte que l'enfant puisse se poser certaines questions, comme le cas de cet enfant du Kenya par exemple peut-être, et commencer à chercher, mais dis donc, qu'est-ce qui ne va pas? Par exemple, comme tu l'as dit, à la couleur. Ah, moi je suis noir, ils sont d'une couleur un peu différente que moi, il y a un souci. Le souci sur lequel on commence à se questionner. Et si l'entourage est très bavard, il y a un sans s'en rendre compte qui finira par livrer le secret. Lorsqu'on livre le secret, c'est clair que l'enfant fera un certain lien entre ce qu'il vit et sa position. Par exemple, je comprends mieux pourquoi on me traite d'une certaine façon et les autres d'une autre façon. Et de là naît la quête de ces origines-là. Retrouver son soi oublié. Donc d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé, et de là on arrive... C'est dans un cas de figure, mais c'est pas toujours le cas. J'ai 2 exemples à prendre. Un qui a subi une adoption légale, ça veut dire par la justice, et 2 que je connais qui ont subi une adoption du fait que ta mère rencontre son mari et il vient avec tes enfants. C'est une adoption également. C'est une adoption. Ouais. Et les 2 très tôt, que ce soit celui qu'on a adopté de son côté et que ce soit les 2 autres qui sont venus avec leur mère très petits, je pense qu'ils avaient 1 an, 2 ans parce que c'était vraiment à côté, les 2 ont été informés de leur situation. Ils savaient que les parents qui étaient là, les autres, le père qui était là n'était pas leur père, l'autre que les 2 parents n'étaient pas ses parents. Mais aujourd'hui, ce sont des grands, ce sont mes oncles, ils ne cherchent même pas leurs origines. Eux, ils se disent, Dieu m'a donné la grâce d'avoir une famille qui me chérit, qui m'aime. Sur ce, je ne pense pas que le passé a... Donc moi je pense que ça dépend de la personnalité. Mais comment expliquer ceux-là qui ont envie de combler ce vide-là? Il y en a qui c'est la sensibilité de chacun. Je pense que c'est la sensibilité de chacun. Moi je trouve que ça dépend de l'enfant en fait. Ça dépend de l'enfant, c'est comme il dit, il y en a, c'est la raison, c'est parce que tu te rends compte que non, t'es pas bien traité. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de ce processus-là pour se reconstruire, pour reconstruire une identité? Est-ce qu'on n'a pas d'abord besoin de savoir d'où on vient, d'avoir au moins une... Voilà. Oui, on en a besoin, Régis, mais après tu sais, on n'est pas tous pareils, on est différents. La manière dont on reçoit ça et l'on intègre n'est pas la même d'un enfant à un autre. Il y en a qui peuvent se dire, tiens, ah oui, je suis arrivé là par ces conditions-là, oui, d'accord et tout. La personne pense sur elle et puis ça passe. Mais pour d'autres, ça devient très difficile, comme je l'ai dit, et avec l'influence de l'entourage surtout. Parce qu'il faut le dire, l'entourage joue pour beaucoup dans ces cas de figure, les cas de figure d'adoption. Même lorsqu'on prend un cas simple.
pour nous qui avons passé le temps chez frères, sœurs, le papa, maman ou grand-père, grand-mère, lorsque tu arrives et que tu as les parents qui se comportent bien et les enfants ne jouent pas bien le jeu, c'est difficile pour toi. Ouais. Quels que soient les efforts consentis par les parents, tu te sentiras mal à l'aise. Mais alors que si les parents jouent le jeu, les enfants jouent aussi le jeu, bah, naturellement, des fois tu oublies même que tu n'es pas chez toi. Tu es chez un ami de papa ou chez un ami de maman. Ouais. Après, je me dis que tout enfant adopté à un âge donné a le droit de savoir d'où il vient. Oui. Et après, c'est à lui bon, en tout cas, je me dis qu'il a le droit d'être informé, mais c'est à lui de voir s'il ira à la quête de ses origines ou pas. Ouais. Effectivement, il faut aller dans ce processus-là, donner l'information. Après, laisser le... Cacher, c'est pas... Parce qu'il y en a qui en veulent après. Hein. Les films ou les séries qu'on regarde là sont tirés parfois de la réalité. Oui. Exactement. Ils peuvent parfois en vouloir aux parents. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit mais est-ce... Oui, vas-y Edwin. Non, moi je pense que ça rejoint ce que je dis depuis le début. En fait, tout dépendra maintenant de la personne. Hein. On n'est pas pareil, on n'a pas la même façon d'appréhender les choses, la même façon de concevoir certaines situations. Donc tout dépendra d'un individu à un autre. Pour quelqu'un, ce sera peut-être facile de se dire que bon, j'ai été adopté, voilà et tout, c'est ma nouvelle famille. Mais pour d'autres, malheureusement, et comme je l'ai dit, il y a un point qu'il ne faut pas omettre. C'est comment est-ce qu'on a été adopté, à quel âge. L'âge joue beaucoup. Parce qu'un enfant qui a subi un traumatisme de la perte d'un parent jusqu'à 15 ans par exemple, mais c'est clair qu'il a tous ces souvenirs-là en tête. Et l'adoption va être compliquée derrière. Très compliqué. Aussi bien pour les parents adoptifs que pour l'adopter lui-même également. On a parlé un petit peu du rôle des parents. Vous avez dit effectivement qu'il faudrait des parents qui soient aussi dans les dispositions pour permettre à l'enfant adopté d'être dans un confort émotionnel. Et pareil, on a parlé effectivement des enfants aussi qui sont là. C'était le cas pour toi, mon cher Juste, quand tu as reçu évidemment ces personnes que tu considères aujourd'hui comme tes sœurs et comme tes frères. Mais moi j'ai envie de revenir un petit peu sur la famille de façon générale, ma chère Féloria. Quand je parle de la famille, c'est parfois des oncles. Parfois tu as des oncles qui arrivent à te dissuader de faire une adoption, de procéder à une adoption parce qu'on estime que oui, bon, on est un peu traditionnaliste, c'est pas le même sang, donc on n'en a pas besoin. Mais comment aujourd'hui arriver à transcender tout ça, à dépasser toutes ces choses-là qui bloquent encore un petit peu certaines familles aujourd'hui sur le continent, des familles notamment qui ne peuvent pas enfanter, qui ne peuvent pas donner vie et qui optent pour l'adoption, mais toujours un petit peu, on va dire, tapé sur le dos par les membres de la famille. C'est l'Africain. Vous savez, l'Africain, lui, il a toujours peur, comment on appelle ça? C'est la suspicion, je pense, c'est ça, non? Ouais, un peu sceptique. Sceptique. L'enfant que tu vas adopter, est-ce qu'il ne viendra pas avec un caractère génétique qui va être un défaut à long terme? Est-ce que... Je pense qu'on a dépassé ce temps-là. On est aujourd'hui au XXIe siècle. Si je n'ai pas la possibilité de faire un enfant, au lieu de mourir de chagrin et de recevoir toutes les insultes de la famille qui te dissuadent de ne pas prendre un enfant, je préfère être heureuse, prendre un enfant et lui donner tout l'amour que j'ai au fond de moi, en fait. Donc pour moi, l'adoption, aujourd'hui, c'est plus un problème. Un enfant a besoin de parents. Si je n'ai pas la possibilité d'avoir moi-même mes propres enfants génétiquement, je prends un enfant et je l'adopte. Maintenant, l'avis des oncles et de tantes qui sont toujours je ne sais même pas, à dire quelque chose de négatif, ça, il vaut mieux le mettre à côté et avancer, prendre son bébé et puis adopter, il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, Edwin, en Afrique, avant de donner la parole à Juste, est-ce que, de ton constat, de ce que tu remarques aujourd'hui, est-ce que l'adoption est très prisée par les couples, selon toi? Je pense que pas comme sous d'autres cieux, mais je pense que les gens essaient d'aller dans... Mais j'aimerais d'abord revenir sur la question posée à Féloria. Lorsque tu parlais des oncles et des tantes, mais j'ai presque envie de dire que ça me fait rire. Parce que, oui, pourquoi ça me fait rire? Parce qu'on a toujours adopté chez nous en Afrique. Oui. C'est peut-être la circonstance ou la manière. Peut-être là, c'est la manière qui pose problème. On prend un enfant inconnu. Oui. Mais il y a des situations dans des familles, c'est comme je l'ai dit, c'est des secrets d'État, où la maman peut-être n'arrivait pas à concevoir, ou le papa n'arrivait pas à concevoir. On prenait l'enfant d'un frère ou d'une sœur pour essayer d'épanouir ce couple-là.
Tout comme... Tu dis prendre, c'est pas... prendre dans le sens de dire, ok, bon, voilà. On envoie l'enfant. Voilà, on envoie l'enfant et voilà. Et il reste là jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de ses parents. Là, il ne saura jamais que, bon, finalement, je reviens de telle ou telle famille. Ça passait. Tout comme on avait aussi des frères ou des oncles ou des tantes. Le phénomène des enfants qui venaient en mariage ou des femmes qui venaient avec des grossesses. C'était une forme d'adoption aussi qui ne posait pas de problème. Ouais. On en connaît beaucoup dans des familles, comme j'ai dit, c'est des secrets d'État. Oui, parce que même la famille recomposée, ça reste une forme d'adoption. Voilà, parce qu'il faut, justement. Donc ça ne posait pas de problème. Maintenant, ouais. C'est peut-être le principe où on n'arrive pas à le concevoir de nos jours. Comment est-ce qu'une famille va se mettre à adopter un enfant qui vient d'ailleurs? Parce que, voilà, peut-être ça. Maintenant, pour ce qu'il en est des adoptions aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est pas très fréquent au niveau de l'Afrique. Mais je pense qu'on s'en va un peu vers ça. Après, il faut comprendre aussi que il ne faut pas condamner les gens qui adoptent. L'adoption naît de quoi? De plusieurs situations. Aujourd'hui, on mange tout et n'importe quoi ou on est exposé à certains produits qui peuvent pousser à des... Voilà. Et justement, et on n'a pas forcément d'autre choix que d'avoir recours à ça, justement, parce qu'il y a beaucoup de couples, malheureusement, des familles qui sont un peu brisées quand, des fois, c'est des familles qui sont pointées du doigt. Hein, ça fait, ah mais attends, mais ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, le bébé, il vient quand? Et tout à l'heure, d'ailleurs, tu parlais de briser un secret. Parfois, ça peut être le secret du couple de se dire, ok, on va le garder pour nous, on va adopter, et puis, voilà, on va essayer de faire taire un petit peu les bouches dans le quartier en ce qui concerne, évidemment, le fait qu'on n'arrive pas à concevoir et à donner naissance à un petit garçon ou une petite fille pour apporter un autre bonheur. Vas-y, mon cher. Apporter un autre élément. Et il faut signifier aussi au passage qu'on n'adopte pas forcément parce qu'on n'a pas d'enfant. Il est des cas aussi où c'est par rapport à une quête. La maman qui veut absolument un fils, elle n'a pas pu avoir des fils. La maman qui veut absolument une fille. Donc ça aussi, c'est des situations qui peuvent conduire à l'adoption. Non, on adopte parce que je veux un sexe d'enfant bien précis. Oui. Si je veux une fille, je veux adopter une fille. Oui, il y a des situations comme ça dans des familles. Hein. Il y a des situations comme ça dans des familles où la dame peut avoir 5 ou 6 enfants, ce ne sont que des garçons. La dame peut avoir 5 ou 6 enfants, ce ne sont que des filles. Mais elle aimerait avoir ne fût-ce qu'un garçon ou ne fût-ce qu'une seule fille. Est-ce que là aussi ça représente pas un danger? Parce qu'on a malheureusement remarqué, alors c'est peut-être pas le plateau qui s'y est pour ça, mais on va faire un petit crochet sur au moins cette problématique, vu que c'est en lien avec nos thématiques. Quand on parle de l'adoption aujourd'hui, malheureusement en Afrique, c'est devenu un peu un business. Je dis vraiment malheureusement parce que c'est dommage et c'est devenu un business. Comment aujourd'hui arriver à contrer un petit peu ça, Edwin? Est-ce qu'il faut renforcer davantage la sensibilisation, rappeler aux parents aussi que même lorsque nous sommes dans une situation difficile, le fait de se débarrasser de sa progéniture, ce n'est pas la solution par excellence? Comment arriver à rompre un peu ce business-là? Et ce business va plus loin parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui vont même dans les hôpitaux pour récupérer des bébés, ensuite, excusez-moi du terme, mais malheureusement c'est le cas, les revendre un petit peu à des couples qui parfois ne cherchent même pas à savoir d'où l'enfant provient, mais qui est dans la quête d'avoir un enfant. Du coup, on le récupère tout de suite. Comment briser ce circuit qui, malheureusement, brise encore des familles aujourd'hui? Bon, je pense que c'est comme tu l'as dit, par la sensibilisation, mais après, c'est très, très compliqué. Pourquoi? Parce que ce phénomène naît de deux situations. D'un côté, vous avez la détresse d'un couple qui est à la recherche d'un enfant. Et de l'autre, vous avez des gens qui suivent la pas du gain facile. Donc, quand les deux se croisent, c'est le combo idéal pour arriver à cette situation-là. Oui, il faut sensibiliser et encore sensibiliser en espérant que, voilà. On revient sur l'adoption et cette construction identitaire. On va parler cette fois-ci de la crise identitaire aussi, parce que c'est en lien quand on parle de crise identitaire, mon cher. C'est le fait de savoir, on est un peu perdu, on grandit sans réel repère. Aujourd'hui, comment est-ce que, je veux dire, dans le cheminement de la personne, est-ce qu'il faut suivre un traitement aussi? Est-ce que la personne adoptée doit se faire suivre, voir un psychologue?
ou est-ce que la personne a besoin d'être accompagnée par des professionnels par exemple? Bon, ça dépend. Hein. Si la personne a vécu une situation traumatisante, une situation assez effrayante, bon, ça dépend. L'adoption en elle-même n'est pas assez... non, ça traumatise pas assez déjà le fait de savoir que tu vas d'une famille à une autre. À une autre. Alors, c'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas ce procédé-là, les familles d'accueil, où on n'en parle même pas. C'est beaucoup plus sous d'autres cieux où on en parle. Mais je veux dire, le fait justement d'être dans une nouvelle famille, où effectivement, où tu dois devoir repartir à zéro, ça reste quelque part aussi un traumatisme parce que tu vas devoir te reconstruire derrière, apprendre à connaître cette famille-là, ses repères, mais surtout de mettre en place des mécanismes pour te faire accepter, parce que c'est pas tout de suite qu'on va t'accepter, hein. Ça va prendre du temps. Mais pendant que ça prend du temps, tu souffres de l'intérieur. Mais comment soigner justement cette douleur intérieure? Est-ce que le fait d'être suivi, ça peut aussi marcher? Ouais, le fait d'être suivi, ça peut aussi marcher. D'accord. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui est là pour t'écouter, quelqu'un qui te en face de cette personne, tu te permets d'évacuer, de dire ce que tu as dans le cœur. Parce que c'est comme on dit là, on a pris l'enfant peut-être, mais l'enfant a vécu une situation. Mais il y a parfois, tu peux tomber dans une famille où les parents sont parfois assez occupés, ou parfois, certes, ils sont là, mais ils ne connaissent pas comment s'y prendre avec l'enfant. Et du coup, c'est là où on a affaire à un spécialiste et je pense que ça aide beaucoup. Accompagner évidemment ces personnes-là. Et c'est vrai que quand on parle d'une adoption dans une famille, on brise en tout cas le principe d'égoïsme. On n'est pas égoïste dans la famille, on laisse tout le monde évidemment aller et profiter de ce bonheur. On marque une courte pause les amis, on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. On parlera justement de l'égoïsme. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Avant la pause, on vous parlait justement de l'égoïsme. L'égoïsme aujourd'hui qui a toujours été perçu un peu comme un défaut, ma chère Féloria, mais est-ce toujours le cas quand on parle de l'égoïsme aujourd'hui? Et quelle définition donnerais-tu déjà pour qu'on puisse le sujet, ta définition personnelle de l'égoïsme, avant évidemment de répondre à la question? D'accord. Sans aller selon la définition du dictionnaire que je ne maîtrise pas vraiment, mais je vais aller vraiment de manière courante. Non, mais c'est la tienne, c'est ta définition, tu la personnalises. Lorsqu'on parle de l'égoïsme, c'est le fait qu'une personne pense d'abord beaucoup plus à soi-même avant de penser aux autres. Et on l'a beaucoup, on va dire, dit que c'était un défaut. On l'a beaucoup plus centré du côté du défaut. Non, une personne égoïste. Pourquoi? Parce que les gens, ils aiment penser d'abord à soi. Oui. Et naturellement, si j'ai une personne en face de moi qui pense d'abord à elle avant de penser à moi, moi, je vais voir ça en mode il n'est pas sociable, il n'est pas bien. Alors qu'en réalité, c'est pas aussi mauvais d'être égoïste. D'accord. Il faut juste voir le juste milieu, comment penser à soi, en même temps penser aux autres. Alors évidemment que ça, c'est une thématique assez rare dans Génération News. Je pense que vous êtes des habitués, mais là, en fait, malheureusement, vous êtes appelés à prendre position. Alors défaut ou qualité, évidemment, on va l'analyser, mais à la fin, chacun évidemment va prendre position. Edwin, elle a parlé tout à l'heure de l'égoïsme étant comme un défaut. Donc le fait de penser à soi d'abord, mais est-ce que le fait d'investir sur soi et ne pas investir sur l'autre est perçu comme un défaut? En quoi ça l'est? Est-ce que ce n'est pas une qualité d'abord? Moi, je pense que j'ai un avis tranché sur la question. C'est-à-dire, comme j'aime le dire, tout dépend des situations. Tout dépend des situations. Pourquoi? Parce que on se construit d'abord pour soi-même et c'est soi-même qui construisons ce qu'on veut devenir. C'est-à-dire, si on se met à suivre autrui, son regard qui pour moi est souvent très dangereux, on risque de tomber dans le fossé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? C'est justement en se focalisant sur soi. C'est-à-dire, moi j'ai des objectifs à atteindre. Je ne veux pas suivre tout ce qui se dit ici et là, sinon je risque de passer à côté. Comment les atteindre? C'est en me concentrant, en me donnant les moyens. Vu que l'autre ne perçoit pas toujours les choses comme moi je les perçois. Donc à ce niveau-là, on peut dire que je suis égoïste, mais dans le bon sens, parce que c'est pour ma construction. Maintenant après, vu que je n'évolue pas seul dans un environnement, je dois pouvoir voir ceux qui sont autour de moi. Et c'est à ce niveau-là que le problème se pose souvent. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, les gens ne voient pas certainement les choses de la même façon que vous. Mais est-ce que vous aussi, vous faites attention que, certes, j'ai des objectifs à atteindre,
ou je vais aller quelque part, mais il y a des gens autour de moi. Est-ce que je ne peux pas aussi les associer? Je pense que c'est là le véritable problème. Est-ce que du coup, mon cher, juste, t'as déjà été égoïste ou bien t'as déjà été dans une situation où il y a une personne qui a d'abord pensé à elle avant de penser à toi, et comment tu l'as perçu? En disant... Ça a été difficile? Disons que quand on a un certain âge, quand on te refuse un truc, ça te fait quelque chose au fait, ça te fait quelque chose. Ouais. Parfois ça ne va pas t'irriter, mais tu as un sentiment étrange en toi qui exprime le rejet au fait. Oui, ou la déception. La déception, exactement, merci beaucoup. Du coup, tu le prends pas bien. Mais aujourd'hui, avec la mentalité que j'ai aujourd'hui, bon, moi, par exemple, quand quelqu'un me dit que non, il peut pas, je n'insiste même pas. Je n'insiste pas, je me dis que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Déjà, moi, aujourd'hui, si je te traite d'égoïste, c'est parce que moi, je veux que tu me donnes ce dont moi j'ai envie, en fait. Oui. Donc, ça fait de moi-même quelqu'un d'égoïste. Mais c'est là où je voulais en venir, parce que si tu demandes à l'autre de s'oublier pour toi, c'est quand même un peu... Oui, mais par contre, toi, tu l'as fait, parce qu'on le rappelle, alors c'est vrai que pour les téléspectateurs, ça fait longtemps que tu es venu sur le plateau, mais ça, c'est parce que, de ce que tu m'as laissé entendre en off, avant de démarrer l'émission, parce que tu avais fait une retraite un petit peu, tu avais décidé de t'éloigner un petit peu des réseaux sociaux, de façon générale, et d'être un peu dans ta bulle parce que tu avais besoin d'être avec toi-même. Mais à ce moment, comment les autres ont perçu cette retraite-là un petit peu? Bon, en disant que il y a une partie, bon, il y a une minorité qui m'en ont voulu. Ouais. Après, parce que tu étais complètement déconnecté, on ne pouvait pas te joindre, c'était complètement... Et pour d'autres, dès qu'ils m'ont vu sur les réseaux, ça a juste été t'es de retour, bienvenue, t'es de retour, ça fait longtemps. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont fait chaud au cœur. De sur quoi il y en avait, parfois, t'arrives pas à me joindre, tu vas voir qu'ils vont essayer de joindre mon voisin, puisque c'est un peu le même entourage. On est un peu dans la musique, c'est un ingé son. Donc du coup, parfois, il y en a qui tentaient de le joindre lui pour le demander comment il va là-bas, est-ce qu'il est là. Il va leur répondre que voilà, il est là, il va bien et tout ça. D'accord. Voilà. Est-ce que du coup, le terme, la phrase en elle-même, est-ce qu'elle est sortie, cette phrase-là, t'es égoïste, est-ce que c'est sorti? Ouais. Parce qu'en général, ça sort toujours, hein. Il y a toujours une personne là. Tu ne penses pas aux autres. Ouais, tu penses pas aux autres, exactement. C'est sorti de ma grande sœur. D'accord. Tu me donnes, tu n'as. Parce que quand j'ai décidé de faire ça, j'ai dit à personne en fait. J'avais juste écrit sur mon statut que je vais peut-être disparaître dans un moment. Mais bon, ils ont peut-être pris ça pour des lol sur le moment. Mais après, personne n'a compris où j'étais passé et tout ça. J'ai fait 2 mois. 2 mois pas connecté sur les réseaux. C'est pas qu'un téléphone qui manquait ou quoi que ce soit. Mais c'était une décision purement personnelle qui m'a beaucoup aidé aussi. D'accord. Comment justement, parce que tout à l'heure on a parlé de l'égoïsme et on en parle encore. Comment on reçoit ça en fait en général, cette phrase-là, t'es égoïste, comment on reçoit ça? Alors qu'à la base, comme l'a souligné Ed 8, si moi j'ai décidé, aujourd'hui tu vas mieux mon cher Juste, voilà, tu vois, Juste il a décidé de faire une retraite, de se retirer un petit peu des réseaux sociaux, de tomber amoureux de lui-même, de vraiment profiter un petit peu, de se soigner de l'intérieur. Mais ça, il n'a pas, enfin sur le coup, il n'a pas été égoïste, il a pensé à lui parce qu'il ne se sentait pas bien. Mais pourquoi et comment les autres arrivent à percevoir ça comme étant un défaut, le fait de penser d'abord à nous? Je suis désolé, mais dans une situation où il y a un immeuble qui brûle, t'as pas le temps de penser à tout le monde d'abord. Je veux dire, il y a l'instinct de survie d'abord. Enfin, c'est un exemple. Il y a l'instinct de survie qui te dit, sauve-toi d'abord et après tu vois si tu peux également sauver les autres. Il y a pas tout de suite le syndrome de l'infirmier où tu veux sauver tout le monde, c'est pas là. Mais comment et pourquoi les autres arrivent vraiment à percevoir ça comme étant un défaut? C'est la nature de l'homme en réalité. Comme dit la Bible, nous les hommes on a la facilité de voir le défaut de l'autre. On dit tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin mais tu vois pas la poutre. Je ne sais pas si les gens arrivent à voir le plus gros défaut, c'est toi qui l'as, mais toi tu remarques le petit défaut de l'autre. Ouais. Et c'est comme ça que l'homme est. Ça veut dire que, et pourtant tu sais que ce que l'autre a fait est bien pour l'autre. Mais du moment où c'est pas avantageux pour toi, automatiquement tu vois ça mourir. Oui, mais toi quand on te traite d'égoïste, est-ce que tu le prends bien? Moi, on me dit naturellement que j'ai un caractère dur. Ça c'est la phrase qui sort de beaucoup de personnes. Lauréat, tu es dur et tout ça. Moi je me dis, c'est un synonyme. Oui. Parce qu'en général, les gens essaient de maquiller ça. On va pas tout de suite te dire t'es égoïste, on va trouver un... Oui, tu es dur, tu penses toujours à toi. Moi, tant que je suis à l'aise avec moi,
tout ce que tu dis ne m'atteint pas, ne me touche pas. Et aussi, parlant de l'égoïsme, moi, je suis toujours, même en pensant aux autres, je suis égoïste. Ouais, parce que tu t'oublies. Tu t'oublies toi-même. Même pas. Non. C'est que moi, je me dis, par exemple, ils sont Edwin et Juste, si moi, je viens prendre de vos nouvelles, je garde le contact avec vous, je suis égoïste parce que j'ai quelque chose à tirer de vous. Ouais. Si j'ai rien à tirer de toi, les gens diront que je suis dure, peut-être que je suis égoïste, mais si j'ai rien à tirer de toi, je ne cherche même pas à combiner avec toi. Bon, elle a tout dit. Hein. Donc si jamais, jamais elle commence avec un bonjour Edwin, comment tu vas? Non, mais ça, ce que tu peux, c'est moi. D'accord. Les seules personnes avec qui je n'agis pas par égoïsme, ce sont mes parents, parce que je suppose que ce sont les seules personnes sur la terre que je n'ai pas choisies. Si je te choisis, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose que je tire de toi, soit de l'amour, soit de l'affection, soit de l'argent, quelque chose, mais il y a quelque chose que je... Et comme on dit, c'est l'intérêt qui guide la pensée. C'est tout. Mais du coup, Edwin, visiblement, on est tous, en fait. On est tous égoïstes quelque part, en fait. Oui, on est tous égoïstes quelque part. Moi, on me l'a déjà dit à plusieurs reprises. En fait, le véritable problème dans cette affaire, c'est lequel? C'est que ce n'est pas tant la personne le problème. C'est comme je l'ai dit, c'est l'entourage. Pourquoi? Parce que, comme elle l'a dit, dès qu'ils n'arrivent plus à en tirer quelque chose de vous, ils sentent une barrière, ça devient difficile pour eux. Il faut bien qu'ils vous qualifient ou qu'ils essaient de vous ramener à la raison. Pourquoi? Parce que... En me traitant d'égoïste. Malheureusement... Il faut choquer pour avoir une réaction. Malheureusement, oui. En fait, ça joue un peu sur le sensationnel. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont très fragiles. Dès qu'on utilise certaines expressions ou certains mots, ça ramène les personnes. Mais je pense que c'est une nécessité ou je dirais c'est une qualité. Surtout dans certains domaines. Quand on est dans le domaine des affaires, par exemple, mais attention, dans le domaine des affaires, ça ne joue pas. Même à l'école, quand on est sur le banc de l'école, si tu sais ton devoir, tu ne vas pas le donner à tout le monde. Voilà, justement. Donc, tu ne vas pas me dire que moi, j'essaie de lancer une activité ou une entreprise et je dois passer le temps, si j'ai un 500 ou un 1000 francs à te le donner à chaque fois. Mais tu dois investir. À quel moment, voilà. Donc, c'est un peu ça le problème, c'est que les gens, pour eux, on doit être là à leur disponibilité et à chaque fois qu'ils lancent un appel, on doit répondre. Dès qu'on ne répond pas, il faut nous taxer de tous les noms d'oiseaux pour nous ramener à la raison. Mais je dis aux gens, non, non, non. Il faut évaluer les situations. Il faut essayer de voir, diagnostiquer. Si c'est bon pour moi, il n'y a pas de problème. Comme lui qui a décidé de prendre sa retraite. Est-ce que sa retraite affectait à un point son entourage? Ça, c'est une question à se poser. Mais si ça n'affectait pas... Non, je pense que si, parce que la grande sœur a traité Monsieur Juste d'égoïste. Oui, parce qu'il ne donnait pas d'informations, il n'y avait pas de nouvelles. Donc, après, peut-être la manière dont il a fait, de manière un peu brusque, ça peut choquer. Mais je pense qu'il faut amener les gens à comprendre ces situations-là avec le temps. Oui, comprendre que penser d'abord à moi, c'est pas, c'est primordial. On ne se réplique pas sur soi-même parce qu'on est foncièrement méchant ou mauvais. Non, c'est parce que, comme je l'ai dit, on a des trucs à accomplir que les gens ne comprennent pas forcément. Mais il faut qu'ils comprennent ça. Oui, vas-y, Féloria. Et je disais, il faut aussi apporter une nuance à cela. Parce que là, on parle plus du côté où l'égoïsme, c'est bien, mais il y a des personnes qui sont réellement égoïstes. Ça veut dire la personne... Oui, mais il faut... foncièrement... C'est que la personne, elle ne pense jamais à la personne qui est à côté d'elle. Et ça aussi, il faut apporter une nuance. C'est vrai, il faut penser à ça. Pour ces personnes-là, comment on se comporte avec elles? Est-ce que tout de suite, il faut rompre? Ça dit, il faut couper? Ou bien... Parce que c'est comme difficile d'être avec une personne qui est tout le temps égoïste. Oui, c'est compliqué. Du coup, comment on gère ça? Waouh, je ne suis pas encore tombée sur des personnes comme ça. Mais je pense que le mieux, c'est toujours de parler. Parce qu'en réalité, nous qui sommes en face de la personne, on sait qu'il ne fait pas exprès. C'est sa nature, elle est égoïste. C'est-à-dire qu'elle, pour elle, dans son monde, c'est naturel et c'est bien d'être comme ça. De penser d'abord à elle. C'est comme ça. Mais il faut amener la personne à réaliser qu'autour d'elle, tout le monde ne voit pas comme elle. Et il faut essayer d'être souvent gentil. Essayer de faire à la personne ce que tu aimerais qu'elle te fasse à toi. Et c'est vrai que certains vont dire, mais pourquoi tu es trop gentil avec une personne qui ne l'est pas avec toi? Je te dis, bon, au fur et à mesure, je pense que ça viendra un jour, il va se rendre compte, ou bien elle va se rendre compte que, bon, pourquoi Féloria me fait tout le temps ça? Moi, je vais essayer. Donc tout le temps, la répétition, ça va amener la personne à voir. Régis. Oui, mon cher. Il agit. Mais j'aimerais dire que, non, attention, on n'est pas... Oui. Je l'ai dit lors d'une précédente émission. On n'est pas replié sur soi-même parce qu'on est foncièrement mauvais ou comme on le dit naturellement. Il y a des points aussi qu'il faut prendre en compte, il y a des expériences.
les gens ont vécu certaines choses qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est ce qui fait en sorte que ces gens-là se comportent de la sorte. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'autre choix que de se replier sur soi parce qu'ils estiment que c'est une forme de protection. C'est la meilleure des manières pour ces personnes-là de se sentir protégées. Quelqu'un qui a été très généreux et qui, à un moment de sa vie, s'est retrouvé dans des difficultés où il n'a pas eu le retour, l'aide favorable de certains membres de son entourage, bah, c'est clair que s'il arrive à se sortir de cette situation, bah, il sera replié sur lui-même. Bah, oui. Donc il faut pas toujours le voir comme une volonté manifeste de ne pas vouloir... Foncièrement égoïste de penser. Mon cher, juste, est-ce que... Parce que tout à l'heure, moi je reste sur l'exemple de notre ami Edwin quand il parlait de l'égoïsme dans le monde des affaires. Ça peut également être aussi l'objet d'une autre thématique. L'égoïsme dans le monde des affaires, on a parlé de l'école aussi quand on est en examen. On ne va pas évidemment... quand on était plus jeunes, nous, les paresseux, on avait tendance à vouloir jeter un coup d'œil clinique sur la copie de l'autre et l'autre qui mettait sa main pour dire bah non, tu aurais dû réviser tout ça. Ça, c'est de l'égoïsme, mais il pense à lui. Mais c'est une leçon de vie quelque part aussi derrière. Est-ce que être égoïste ou bien penser à soi, c'est avoir aussi la capacité à dire non? Parce qu'il y a des gens, tout à l'heure, Edwin parlait de la gentillesse. Ouais. Est-ce que être égoïste, le fait de penser à soi, c'est avoir aussi cette capacité à dire non? Bon, je pense que c'est ça, hein. C'est un peu ça. Tel que vous avez dit tout à l'heure, si j'ai fait cette retraite-là, c'est justement pour ce côté-là aussi, parce qu'on me reproche de toujours tout tolérer, de toujours dire oui, même quand j'ai pas. Je suis obligé de me priver pour les autres. Exactement. Et il y a aussi ce côté-là. Et j'ai remarqué que depuis que je suis ressorti, disons que je suis pas méchant avec les autres, mais j'essaie de penser un peu plus à moi aussi. Et ces gens-là ne l'acceptent pas comme ça. Il y en a qui me disent « Ah voilà, tu as changé, ah voilà, tu fais plus ceci, voilà. » Mais je me dis que non, j'ai pas changé au fait. C'est juste que je me rends compte que aujourd'hui, moi, quand je viens vers toi, disons que tu viens chez moi, exemple, à la maison. Tu viens passer, exemple, du temps chez moi à la maison. Je m'occupe de toi et tout ça. Et après, quand je viens vers toi, quelques semaines après, je viens vers toi. Quand je te dis que, mon gars, comment tu vas? Non, ça va. Mais moi, j'ai besoin de ceci ou cela. Tu me dis non, moi, je dis ok, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et pendant un moment, tu te rends compte que je ne viens plus vers toi pour te demander quoi que ce soit. Et tu me rappelles pour me dire que j'espère que ce n'est pas à cause de ce qui s'était passé la dernière fois. Tu vois, moi, là où je suis, je me demande, mais pourquoi dans ta tête, tu te dis que pourquoi c'est... Parce que tu te reproches quelque chose, au fait. Et tu me sors quoi ça ne signifie pas que si parce que toi, tu fais... ce que toi tu fais aux autres, tu ne peux pas obliger les autres à le faire. C'est là. Exactement. Très impliqué. Non, mais il est très impliqué dans... Tellement vous m'avez répété ça, vous vous rendez pas compte que vous m'avez ouvert les yeux, au fait. Parce qu'au fur et à mesure que vous faites que me répéter, ce que tu fais aux autres, tu n'es pas obligé que les autres le font pour toi. Et je pense que c'était ça le défaut aussi chez moi, c'est que c'est vrai que quand je fais un truc, je ne m'attends pas à ce que tu me donnes... à ce que tu me donnes en retour, tu vois. Mais juste que quand je me retrouve dans une situation où j'ai besoin de toi et que j'ai besoin que tu te montres moins présent, quoi. Voilà. Et quand tu te montres pas présent, naturellement, je m'éloigne. Ouais. Naturellement, je m'éloigne. Ça fera de toi un égoïste par rapport aux autres. Exactement. Naturellement, je m'éloigne. Je m'éloigne pas parce que je suis en colère contre toi. Je m'éloigne le temps de gérer ce que j'ai à gérer. Après, toi, on va peut-être régler plus tard. Mais il y en a qui ne le conçoivent pas comme ça. Pour eux, c'est que tu es en colère contre lui et tout ça. Et moi, je me dis qu'ils m'ont juste ouvert les yeux. Hein. Ce sont les personnes-là qui sont égoïstes, mais c'est pas... Ils m'ont juste ouvert les yeux. Oui, mais comme tu l'as dit, en fait, dans la position de l'égoïste, il ne le voit pas, en fait. Parce que pour lui, il a raison. Quelque part, le non, mon cher Edwin, est-ce que tu as cette facilité à dire non toutes les fois où on te sollicite? Je crois que ça a été l'objet d'une thématique sur Génération News. Mais parce que justement, les gens n'ont pas cette facilité à dire non, mais le jour qu'ils commencent à avoir cette capacité à dire non, bah tout de suite, il y a la phrase « t'es égoïste » qui apparaît comme ça. Du coup, je suppose qu'on t'a 1000 fois traité d'égoïste parce que tu as appris à dire non. Bien sûr, je pense que c'est déjà arrivé à chacun d'entre nous ici. Après, il faut dire que, c'est comme je l'ai dit, il a bien développé d'ailleurs. Le problème, c'est pas tant soi-même, c'est autrui. Moi, je pointerai toujours du doigt autrui. Pourquoi? Parce que... C'est pas toi l'égoïste là? Non. Pourquoi? Parce que autrui
à une certaine démarche, c'est laquelle? C'est en tirer profit de votre interaction ou de votre relation. Mais ça, c'est Féloria, elle vient de le dire là. Voilà. Donc, dès que autrui n'arrive pas à tirer profit, bah, automatiquement, pour autrui, vous devenez une menace, vous devenez mauvais. Il faut chercher à vous ramener à des meilleurs sentiments en utilisant certaines manœuvres. Et quand ça ne passe pas, bah, finalement, c'est quoi? C'est vilipender votre nom, dire que oui, il a la main difficile, donc le nom chez lui est difficile et facile autant pour moi, pour amener les autres à vous caricaturer d'une certaine façon. Mais en tant que le nom, il doit avoir sa place. Il est très important. Non n'est pas synonyme d'être contre la personne, c'est une forme d'interpellation aussi. Ben oui. Pourquoi est-ce que l'on veut seulement que ça soit moi qui fasse des efforts alors que vous n'en faites pas? Comme il a dit, mais c'est normal, moi je suis complètement comme ça. C'est-à-dire, si je t'ai dépanné une fois, 2, 3, 4, si lors d'une petite situation même, deux fois même je n'ai pas de situation, mais je peux en créer. Ouais. Ah tiens, écoute là, je suis dans le noir mon cher, mes unités viennent me lâcher là, est-ce que tu vas pas me trouver quelque chose pour recharger mon compteur? Juste comme ça pour voir quel type d'amis j'ai, quel type de relation j'ai. Et si je me rends compte que lui n'arrive pas à m'aider, sachant que je suis dans cette situation, alors que lui, lorsqu'il est dans une situation, je fais des efforts qui peut-être me coûtent même cher, bah c'est clair que tu me verras plus. Hein. Et la prochaine fois, lorsque tu vas m'interpeller, comme tu sais que je suis gentil, je te dirai un non catégorique. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est ce premier non qui choque. Parce que quand quelqu'un est habitué à dire oui, oui tout le temps, le jour qu'il va dire non, là, ça va choquer la personne en face et elle va se dire, ah tiens, on a un nouveau Edwin, on a un nouveau Juste. Et là, ça peut être comme, oui, mon cher. Excuse-moi, non, j'allais juste dire que c'était juste une parenthèse pour dire que cette thématique, on l'avait eue ici, je pense. Et j'étais Oui, là, sur le oui, je pense qu'il y avait Féloria aussi. T'étais là, je pense. Oui, j'étais là. Exactement. Ouais. Donc c'est la Non, parenthèse. c'était juste cette Ah parenthèse. bon d'accord. Non mais justement c'était pour dire que parce que l'égoïsme aussi c'est ça, c'est-à-dire quand tu arrives à verser dans le refus, on te voit comme étant une mauvaise personne, mais parfois c'est des situations. C'est comme il a dit, s'il a un manque et que toi quand tu es toujours en manque, il arrive à t'aider et quand c'est lui derrière, bah tu dis non. Bah oui, bah écoute, derrière moi je pense qu'en fait comme il a dit, c'est une manière pour lui de tester son entourage, de voir qui est qui, parce que comme on dit, c'est en général dans les situations de lorsqu'on est dans la boue, qu'on voit qu'il nous lance la corde. Et en général, dans les situations difficiles, il n'y a personne. Mais tant qu'on voit qu'il y a une corde qui arrive, ça vient d'un ami, on sait sur qui on peut compter quand c'est parfois assez facile. Est-ce que toi, tu arrives à parfois discuter, avoir cette leçon de vie-là avec ton entourage? Par exemple, on a dit que l'égoïsme, le fait de te dire non, c'est pas forcément méchant. C'est une manière de, comme Edwin a dit, c'est une leçon de vie aussi derrière. Est-ce que toi, cette leçon de vie-là, tu arrives on va dire, à partager, à discuter avec ton entourage, tes petites sœurs, de dire, écoutez, dans la vie, être égoïste, c'est pas forcément un défaut, ça peut être aussi perçu comme une qualité. Le fait de penser à soi d'abord, ce n'est pas mauvais, oui, mais derrière, arrive à mettre en place des mécanismes pour avoir le juste milieu, pour être sociable. Bon, pas avec ma petite sœur, mais j'en ai déjà parlé avec mes colocs, qui m'avaient traité au début de dur. Ouais. Je leur ai dit que la personnalité que j'ai ici à Dakar, si on décrit cette personnalité à mes parents, ils seront très surpris. Au Gabon, j'étais très douce et je le suis toujours. Et jusque là, je suis sur une terre étrangère où il faut avoir le juste milieu, savoir se défendre. Et là, je ne fais que donner à la personne ce qu'elle me donne. Si tu es gentil avec moi, si tu es tolérante avec moi, si tu es ouverte avec moi, je le serai avec toi. Comme disait ma mère, j'ai toutes les vestes dans mon placard. Ah. Si tu ne me donnes pas, tu ne m'accordes pas du temps, tu es tout le temps nerveuse, je ne te donne même pas l'heure. On va dans le placard prendre la veste. Je prends la veste qui correspond à ce que tu es avec moi, je la porte. Non mais c'est très imagé mais philosophique. Moi je fais la piquer celle-là. Je la pique à ça, franchement. Ouais, je pense qu'on a tous. On va refaire la garde-robe alors. C'est important, je pense. C'est tout à fait réel aussi. Non, c'est réel. Moi j'ai accueilli un ami à moi il y a quelques semaines de cela juste à la maison. Il était habitué à me voir, tu vois, quand je suis à l'extérieur, c'est plus t'es posé, tu parles pratiquement pas. T'es là, tu gères, c'est le plus important et tout. Et quand il est venu à la maison, il s'est rendu compte que je suis quelqu'un mais de très drôle au fait. Ouais, je passe la majeure partie c'est pas l'introverti qu'on voit. Exactement. Il se rend compte que je passe la majeure partie de mon temps. Je lui dis que moi au fait, je suis comme ça au fait. Je te donne ce que tu me donnes. Donc la façon dont tu interagis, il y a des gens avec qui je lui ai dit, il y a des gens avec qui, par exemple, toi aujourd'hui, tu me vois, pourtant toi et moi ça fait des années qu'on est amis. C'est aujourd'hui que tu remarques que je suis comme ça. C'est justement parce que
Je te donnais l'image que toi tu me dégageais, au fait. Tu me donnes une image et moi je répondais comme ça. Ouais. Donc c'était tout à fait ça, au fait. Mais après, ce que les gens oublient, par exemple ton cas fait lauréat, c'est que les gens oublient ce qu'on grandit. Et à partir du moment où on est en train de grandir, il y a des choses sur lesquelles on ne doit plus insister. On doit devoir... On a vu des gens se faire manipuler devant soi. Ouais. Pour ne pas que ça t'arrive, tu prends déjà des barrières. Parce qu'on est à l'université, on est des étudiants. Il y a des étudiants qui mangent d'autres étudiants. Il y a des étudiants qui se font dominer, il y a les dominants. Et moi... je ne veux ni être la dominée, ni être la dominante. Je reste à ma place, ne me provoque pas, je ne te provoque pas, on reste gentil, on reste poli. Comme j'ai dit, dans mon placard, il y a plusieurs vestes. Ça, c'est... D'accord. Et comme disent les Ivoiriens, d'ailleurs, le plus important, c'est de se croiser là-bas au paradis. Se prendre la tête ici, ce n'est pas le plus important. Donc les amis, on arrive bientôt au terme de cette émission. Alors, vous allez prendre position, évidemment, sur la thématique, parce que c'est égoïste, défaut ou qualité. Edwin, je démarre avec toi. Défaut ou qualité? J'ai toujours un avis tranché, malheureusement. Toujours un avis tranché. Selon les situations, il y a des situations où ça peut paraître comme un défaut. Il y a des situations... Mais on est tous égoïstes. On est tous égoïstes. On l'est tous, d'accord. D'accord. Sans exception. Juste moi, je le soutiens. Hein. D'accord. Je ne peux même pas aller vers l'un ou l'autre parce que je me dis qu'on est tous égoïstes. Nous le sommes tous. Exactement. Et que, en fait, que l'égoïsme soit perçu comme étant un défaut ou une qualité, ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation et de la personne aussi. D'accord. Féloria, tu es dans cet avis aussi? Tu partages cet avis? Moi, si on va au sens originel du mot égoïsme, qui n'est pas forcément mauvais, c'est nous qui l'avons rendu péjoratif, je pense que c'est une qualité. Donc c'est une qualité pour toi? Pour moi, c'est une qualité. D'accord. Bon, on espère que les gens qui te regardent, tes amis, voilà. Acceptez-moi comme je suis. Bon, on t'accepte, oui, parce que déjà tu nous as dit que tu as plusieurs vestes dans ton placard. Donc à partir de ce moment-là, oui, c'est clair que. Mais est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous en parlez souvent avec papa, avec maman? Oui, avec ma mère, j'en parle. Est-ce qu'on te trouve assez égoïste aussi parfois? Non. C'est qu'avec maman, c'est carrément l'image différente. D'accord. Différente de ce qu'on connaît ici à Dakar. Est-ce que c'est déjà venu de vos parents, par exemple, Edwin? Est-ce que tonton, papa t'a déjà traité d'égoïste quelque part? Non? Parce que oui, quand ça vient des parents, c'est encore plus dur à accepter. Non, pas du tout. Non, pas dans ma famille. Juste? Non, ça va. Là-bas, il n'y a pas de problème. Non. De toutes les façons, nos parents nous aiment, donc et je pense pas qu'ils iraient jusqu'à nous traiter. Ah non, ça dépend. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Hein. Ça dépend, mais c'est pas le cas pour moi. Bon, d'accord. Ça dépend des situations, pas des parents. De la situation ou des deux, non? Oui, des deux. Bon, d'accord, les amis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Des personnes à saluer vite fait, puisqu'on parle de parents. Féloria. Ma famille, bisous. Non, mais on citait les noms, papa, maman. Maman Ginette, papa Jean de Dieu, ma grand-mère Marie-Thérèse. D'accord, on salue tout le monde. Edwin? Ma grand-mère Léontine depuis la France. D'accord. Juste? Je salue Marie Lusquois et Chris Noël Bongo. D'accord. Et nous, on salue évidemment tous les téléspectateurs et auditeurs de Medi 1. Merci de l'avoir suivi. Ça a été un plaisir de vous accompagner pendant près d'une heure pour cette émission Génération News. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, garde le sourire en compagnie de nos programmes.